Bonsoir. La science pour qui? La science pour quoi faire? Que va changer en définitive cette science dans notre vie de tous les jours d'ici la fin de ce siècle? Pour nous en parler ce soir, nous avons invité Carlo Rubbia. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Carlo Rubbia, on rappellera simplement que vous êtes prix Nobel de physique en 1984. Et puis dès l'année prochaine, vous êtes le prochain nouveau directeur nommé du CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Alors, Carlo Rubbia, en regard des grands défis de la fin de ce siècle, je pense à la démographie, je pense à la pollution, au problème de l'énergie, de la faim. Vous qui êtes à la tête du CERN, vous qui allez de plus en plus vers l'infiniment petit, donc dans la recherche fondamentale, j'aimerais tout d'abord vous demander, en fait, face à ces grands défis que je viens d'évoquer, à quoi sert en définitive cette recherche fondamentale? Ça paraît un petit peu dérisoire vu de l'extérieur. D'abord, dans la recherche fondamentale, il faut se rendre compte que la chose qui nous pousse, c'est le désir de connaître. C'est la curiosité, savoir comment la matière est faite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est une curiosité que je voudrais dire est finalement dans chacun de nous, c'est quelque chose d'universel. Et cette curiosité qui nous permet de comprendre la structure intérieure de la matière, finalement, permet de mieux l'utiliser. Donc de dominer le monde autour de nous pour pouvoir, donc, avec ça, changer, en principe, à mieux notre vie. Et donc, à partir de ça, il y a un énorme pouvoir. Et le pouvoir qu'il faut savoir gérer, gestir de façon la plus valable, la plus utile pour l'humanité. Et je pense que si faire des grandes découvertes est relativement facile, surtout avec les moyens et les technologies d'aujourd'hui, gestir après les conséquences de ces recherches n'est pas aussi facile. Et d'ailleurs, notre grand problème aujourd'hui, c'est de savoir où va le monde, finalement, où nous allons avec tout ça. Nous sommes en train de changer, tout changer, parce qu'effectivement tout change. La question est vers quelle direction nous allons aller. Et vous avez bien indiqué ce qui sont ces problèmes, c'est la croissance sans limite, démographique, énergétique, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire on est en chute libre, si vous voulez. Et la question, où est-ce qu'on va tomber, c'est ça? Alors vous dites justement, la grande question aussi, c'est de savoir comment on utilise cette recherche. C'est précisément un reproche que l'on peut faire, que les adversaires du CERN font à votre institution, en reprochant peut-être, en suggérant peut-être que les militaires, par exemple, pourraient utiliser le produit de vos recherches. Donc d'abord, il faut dire que le CERN, c'est tout un petit élément dans un système de recherche. Nous faisons de la physique, mais il y a évidemment de la biologie, de la chimie, il y a tout type de choses, d'astronomie, vous avez etc., qui sont tous partis d'un... D'ailleurs, c'est un système assez bien imbriqué, c'est-à-dire les formes de recherche, ils s'aident l'une l'autre. C'est-à-dire une grande découverte scientifique dans la physique peut être utilisée par la médecine. Un grand développement chimique peut être utilisé pour faire des détecteurs de particules qui marchent mieux. Et comme ça, c'est dans l'interface, si vous voulez, dans toutes ces disciplines. Elles sont comme des briques, mais elles sont tous liées l'une l'autre. Alors, toute cette opération, évidemment, nous donne ces connaissances. Alors, est-ce que les scientifiques sont-ils responsables de l'utilisation de ces découvertes? Malheureusement, du moment que nous avons fait la découverte, du moment que nous avons annoncé, et d'ailleurs on annonce au monde, parce que la recherche que nous faisons, c'est une recherche ouverte, dans laquelle tout ce qu'on sait, tout ce qu'on découvre est donné immédiatement à l'humanité tout entière. C'est à partir de cette nouvelle connaissance, l'utilisation de cette connaissance nous échappe. Alors, ce n'est plus le problème du scientifique, c'est finalement un problème politique. C'est un problème qui regarde l'humanité tout entière. Et donc, nous ne pouvons plus rattraper, si vous voulez, ce qu'on a lâché. À partir de ce moment, les conséquences de tout ça sont dans la main de tout le monde. Et les scientifiques n'ont plus le droit de reprendre ce qu'il a donné au départ. Mais ça ne vous fait pas un petit peu peur, ça? C'est-à-dire, quand les scientifiques recherchent, quand on est au milieu de l'action, quand on découvre quelque chose, moi, personnellement, je ne vais pas vous dire que l'intérêt de la découverte, le plaisir de comprendre comme les choses s'imbriquent, comme elles sont faites, est tellement grand que les scientifiques n'ont pas, à mon avis, moi, dans mon cas, et beaucoup de mes collègues, en général, n'ont pas un sentiment de culpabilité. C'est la joie pure, si vous voulez. C'est la découverte comme expérience humaine dans sa forme meilleure. Donc, il n'y a pas...
on n'a pas peur du précipice, c'est-à-dire on marche, si vous voulez, à côté, mais on ne voit pas les trous, si vous voulez. Et donc, dans ces situations-là, nous sommes pas, les scientifiques n'est pas généralement conscients de ça. D'ailleurs, la première chose qu'il faut dire, que les 90% de ce qu'on découvre, au moment qu'on les découvre, ont l'impression de servir à rien. Les plus grandes découvertes qui ont changé l'humanité, ce sont des choses qu'on a faites en faisant des choses que vous pourriez appeler inutiles. Dans l'application... Par exemple, les transistors ont changé le monde. Mais les gens qui ont découvert les transistors sont des gens qui étudiaient comment le courant pouvait passer dans un fil. Vous voyez ce que je veux dire? Le mécanisme de conductivité dans des métaux, des semi-conducteurs, dans l'isolant, a permis de dessiner les transistors. Mais ce n'est pas les scientifiques qui tâchaient de comprendre comment un courant passe dans un bout de matière. Évidemment, ils n'avaient pas dans la tête la possibilité de construire un transistor. La même chose est vraie pour tout type de découvertes qu'on a fait. Quand on a découvert le DNA, si vous voulez, la clé du message héréditaire à l'intérieur de l'homme, du cellule vivante, on ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'il y aurait des risques, si vous voulez, des genetic engineering qui pourraient causer des désastres sans limite. Évidemment, les scientifiques, à ce moment-là, vous pourrez dire que c'est peu naïf, mais c'est comme ça que ça marche. La science, effectivement, au départ, est poussée exclusivement pour le désir de connaître. Et notre travail, c'est celui d'apprendre ces connaissances pour le bien de l'humanité. Mais il ne faut aussi pas exagérer d'autre côté. C'est-à-dire, s'il y a des conséquences néfastes de la science, ils sont certainement une minorité comparée à les avantages. Nous avons un peu la tendance de voir seulement les désastres sans voir ce qui sont les avantages. Il ne faut pas se rendre compte qu'effectivement, le monde aujourd'hui est un monde qui était beaucoup meilleur, si vous voulez. Les conditions de vie sont beaucoup améliorées, la longueur de vie est beaucoup plus longue. On peut se voir, on peut s'entendre, on peut se comprendre. Le fait que deux personnes puissent se regarder en télévision, même à dizaines de milliers de kilomètres de distance, ça représente un lien. La possibilité de pouvoir voyager, etc. Tout ça sont des choses qui évidemment, sont des choses qui peuvent, si bien utilisées, sont des choses merveilleuses. Et en principe et en général, ils sont des choses valables pour l'humanité dans son ensemble. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sur Terre, dans une situation, si vous voulez, un peu exagérante, dans laquelle, si on ne renouvelle pas, si on s'arrête, on va périr, dans le sens que on est condamné à avancer. On est condamné à avancer, voilà. Mais vous parliez tout à l'heure, il y a un instant, des transistors, qui était une découverte fondamentale dans la technologie. En fait, ceux qui ont le plus profité, je dirais, économiquement des transistors, ce ne sont pas ceux qui les ont découverts, inventés, ce sont plutôt les Japonais. Les cas japonais, à mon avis, c'est un cas extrêmement intéressant, parce que ça représente vraiment une évolution dans la structure économique du système. Donc, il est vrai que les Japonais, ils ont démarré, dans les années 50 et les années 60, même 70, les programmes, disons, un programme si vous voulez, des copies, dans un certain sens, de reproduction, de prise en charge des technologies qui étaient développées par les autres. Il est certain que toutes les grandes raisons du succès technologique et industriel et financier japonais n'étaient pas découvertes au Japon. Même les registres magnétiques n'étaient pas découverts au Japon. Les transistors, même chose. Les systèmes, même les montres, évidemment. Toutes ces choses-là sont développées ailleurs. Mais le fait est qu'ils ont été capables de produire ces choses mieux et plus vite. Or, je pense qu'ils sont pas arrivés à la fin de tout ce qu'il y avait à copier. Alors, vous voyez, au Japon, il y a maintenant une transformation incroyable dans ce qui concerne l'attitude vers la science. Le Japon, qui vivait de ce qu'on appelle borrowed science, de la science prise en prêt par les autres, aujourd'hui, se rendait compte que sans un développement scientifique formidable, on ne pourrait pas tenir les paris dans longue durée. Et maintenant, si vous allez par exemple au Japon, à Tsukuba, etc., vous voyez des laboratoires magnifiques où on investit beaucoup plus, si vous voulez, c'est qu'on investit en Europe et certainement beaucoup plus investi dans les États-Unis sans trop se soucier des utilisations immédiates du résultat. C'est la recherche fondamentale, c'est la recherche de support de base, si vous voulez. Les superconducteurs, par exemple, ils sont en train d'investir sur ce comme les superconducteurs sont quelque chose qui nous seront utiles peut-être dans 30 ans, mais c'est aujourd'hui qu'ils sont en train d'investir, etc. Tous ces gens-là. Donc, dans la chimie, dans la biologie et tout le reste.
Or, ce qui arrive, c'est que les Japonais, tout en étant des pays qui nous ont copiés, donc qui étaient un risque pour nous, sont en train de devenir trop similaires à nous. Et il y a d'autres pays, les Taïwan, la Corée, la Chine, etc., qui sont aujourd'hui en train de prendre la place qui était celle du Japon, parce que ces gens-là, il y a encore des mondes qui est prêt à travailler pour moins, plus soigneusement, etc. C'est un peu l'arroseur arrosé. Si vous voulez, c'est l'arroseur arrosé, c'est exactement ça. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, il faut se rendre compte d'une chose, que notre standing de vie, qui est très bon aujourd'hui, est dû au fait que nous sommes capables de renouveler continuellement nos idées, nos produits. Si nous arrêtions de produire des produits, si les produits s'arrêtaient tout à coup parce qu'il n'y a plus de recherche dans le développement des choses nouvelles, à partir de ce moment, ces pays-là apprendraient vite à les faire. Ils les feraient avec beaucoup moins de dépenses, avec beaucoup moins cher, parce que ces gens sont prêts à accepter beaucoup les sacrifices que nous. Donc, ils nous boufferaient complètement la possibilité de produire, d'être producteurs. Donc, notre productivité dépend, à mon avis, du fait qu'on est continuellement capable de produire quelque chose qui est tellement nouveau que les autres, ceux qui copient, n'arrivent pas à les copier en temps. Enfin, finalement, ils vont faire la même chose. Quand ils ont arrivé à copier les produits, il y a quand même un produit encore meilleur qui est sur les marchés. Donc, dans ces cas-là, on peut garder nos positions de dominance, je dis des pays civilisés, dans une situation économique dans laquelle nos prix de production sont beaucoup plus élevés. C'est donc, en résumé, garder une longueur d'avance, si on veut. Il faut toujours garder la longueur d'avance. Est-ce que alors, face aux Japonais dont on vient de parler, aux Américains auxquels vous avez fait allusion il y a un instant, est-ce que l'Europe et le CERN arrivera d'ici la fin de ce siècle à relever précisément ce défi? L'Europe, d'abord, il faut dire que, vous avez dit des choses, l'Europe et le CERN sont des choses, à mon avis, assez liées. C'est-à-dire, nous sommes, si vous voulez, les premiers grands laboratoires européens qui étaient construits. C'était construit dans les années 50. L'Europe du CERN, c'est l'Europe d'Adenauer, c'est l'Europe de De Gaulle, c'est l'Europe des grands gens, des grands bonhommes qui ont créé les pays, qui ont créé, si vous voulez, la structure et les idées d'après-guerre dans l'Europe entière. Donc, c'est un grand espoir d'une Europe qui est derrière le CERN, mais c'est une Europe qui géographiquement est très différente, par exemple, de l'Europe du marché commun. Il y a beaucoup de pays qui ne font pas partie du marché commun, qui sont partie du CERN. Le CERN est fondamentalement l'Europe géographique dans son intégrité et qui fait une intégrité de la science européenne. C'est un modèle qui est utilisé pour beaucoup d'autres sciences. Après le CERN, la recherche spatiale, la recherche, l'astronomie et beaucoup d'autres domaines ont repris cette idée d'une Europe de la science unique. Allusion à l'Agence spatiale européenne, par exemple. Alors, il est évident que il est évident qu'il est beaucoup plus facile de faire une Europe de la science, de faire une Europe de l'économie, parce que nous travaillons, si vous voulez, dans une seule dimension. On fait des découvertes, mais il n'y a pas beaucoup de sous tout de suite, il n'y a pas de problème financier, il n'y a pas de problème de compétition. Il y a des problèmes financiers, d'accord, pour soutenir la recherche, mais il n'y a pas d'intérêt, si vous voulez. Je voudrais juste rappeler pour nos téléspectateurs, tout de même, que le CERN se débat dans des problèmes financiers, notamment avec la Grande-Bretagne, qui menace de retirer... Les problèmes financiers sont des problèmes de tout le monde. Chacun dans notre petit budget doit arriver à la fin du mois. Et pour aujourd'hui, il est vrai que les fins du mois du CERN sont plus difficiles qu'il était un temps et qu'on a donc quand même quelques petits problèmes à boucler, si vous voulez, à la fin du mois. Mais en revenant à la question de l'Europe, si vous voulez, si le CERN, donc, c'était une idéal de l'Europe qui est maintenant en train de s'élargir partout. Et cet idéal qui a commencé comme un idéal scientifique, il est devenu, et le CERN est un exemple de ça, et après ça, il est devenu technologique. Il y a une Europe de la technologie, beaucoup de boîtes, d'usines, de systèmes. La fusée Ariane. C'est ça, tout ça, c'est la technologie. Et après, évidemment, après ça, il y aura une Europe de l'économie, qui est tout à fait nécessaire pour tenir le défi des autres grands pays. Et on est en train de marcher dans cette direction. Ça devient déjà plus difficile, les pas sont beaucoup plus compliqués parce qu'il y a tout des systèmes d'intérêt qui ne sont pas aussi faciles à gérer, mais je pense que d'une façon ou de l'autre, on y arrivera. Et après, évidemment, comme dernière étape, il y a évidemment l'Europe politique, mais là, alors, je pense que ça n'est pas pour demain. L'Europe scientifique pure, je pense par exemple au lien, à la symbiose qu'il y a aux États-Unis entre la recherche fondamentale, les industries privées. On a l'impression qu'aux États-Unis, ça avance beaucoup plus vite qu'en Europe, qu'il y a moins de poids politique au sens large du terme. C'est vrai, mais il faut dire que les choses en Europe durent plus longtemps, si vous voulez. C'est-à-dire on construit plutôt sur du solide.
les CERN, certainement, est aujourd'hui les meilleurs laboratoires dans le monde. Il y a dans notre domaine scientifique à près 12 000, 15 000 personnes qui travaillent, des chercheurs qui travaillent dans la physique des particules élémentaires, donc à la découverte de la structure intime de la matière, si vous voulez. Et de ces nombres-là, à peu près 5 000 travaillent au CERN. Donc nous avons 40% de la population mondiale, je veux dire, tout le monde, qui travaille chez nous. Nous avons des Russes, nous avons des Américains, nous avons des Japonais, nous avons à peu près 1000 personnes au CERN qui viennent de l'extérieur de l'Europe. Donc, c'est 20% des contributions qui viennent de l'extérieur, si vous voulez, de nos pays hôtes qui nous soutiennent et qui nous payent. Par exemple, je ne sais pas si vous savez qu'il y a plus de scientifiques américains qui travaillent au CERN, qu'il y a des scientifiques européens et qui vont chercher en Amérique la possibilité de faire ces recherches. Donc, nous avons vraiment doubler ce processus. Il n'y a plus de fuite de cerveau, au contraire, il y a une rentrée très nette de ressources intellectuelles et autres chez nous. Donc, notre pari, c'est celui de travailler, si vous voulez, sur un plan plus solide, si vous moins publicitaire, si vous permettez, mais plus solide. Et effectivement, aujourd'hui, on voit les résultats de cette procédure. Au moins dans la science, l'Europe est vraiment revenue au niveau qui était le sien avant la Grande Guerre. On espère évidemment que cette procédure, qui d'abord est scientifique, puisse devenir technologique. Et là où, effectivement, il reste énormément à faire, surtout, même en particulier avec les CERN. Les CERN étaient extrêmement efficaces dans l'opération d'améliorer ce qui sont les rapports avec les universités. Nous avons à peu près 250 universités européennes qui viennent à travailler, qui envoient des chercheurs à travailler au CERN. 250 institutions universitaires qui nous envoient ces gens à travailler au CERN. Mais les mêmes opérations que nous avons portées à terme et à bien terme avec la communauté scientifique, universitaire et autres, il faut maintenant la gérer vis-à-vis de l'industrie. Parce que les dimensions de nos recherches, un peu comme la recherche spatiale, si vous voulez, c'est quelque chose qui a beaucoup de retombées technologiques. Et c'est surtout sur les retombées technologiques que nous devons maintenant travailler. Nous devons améliorer les rapports entre la science, les applications de la science et l'industrie de pointe, c'est-à-dire technologie avancée. Souhaitant que les industriels écoutent votre appel, vous venez d'employer le mot publicitaire. Ça m'amène à penser un petit peu à l'image de la science dans le public, dans les gens qui nous regardent. Ce qui me frappe, c'est souvent cette espèce d'amalgame qu'il y a entre la science et la technologie. Si vous voulez, pour me résumer, dans les années 60, le public avait une image de la science avec les premières greffes cardiaques, avec la Lune précisément, d'où le titre de cette émission aussi aujourd'hui. Et puis, il y a eu les années 80, il y a quand même deux drames. Il y a Challenger, par exemple la navette spatiale américaine en 86 qui explose. C'est tout d'un coup, on se dit, mais tiens, la technologie, c'est pas si infaillible que ça. Et puis il y a aussi Tchernobyl. Donc, il y a ces amalgames entre science, technologie, etc. Est-ce que vous ne croyez pas que l'image de la science doit remonter la pente précisément maintenant? Non, je pense que la science devient plus réelle qu'il était une fois. À ce temps-là, c'était un peu la lune de miel, si vous voulez. Tout marchait bien, tout est joli, tout est poétique. Effectivement, après, on se rendait compte qu'il y a des choses que des fois ne peuvent pas chaque fois réussir. Et évidemment, il y a évidemment un certain nombre de problèmes. Mais il ne faut pas exagérer là non plus. Je pense que les médias, si vous voulez, les gens comme vous, comme les journaux et autres, ont un peu la tendance d'amplifier ce phénomène. Par exemple, un avion qui tombe avec 100 personnes à bord, c'est une tragédie, mais il y aura certainement la une de toutes les télévisions. Les 100 personnes qui vont mourir le week-end prochain sur la route, parce que les accidents de route sont toujours le même type de gens, sont toujours des enfants, sont toujours des gens qui ont une vie devant eux. C'est autant aussi dramatique, mais personne n'en parle. Donc il y a quand même une déformation qui vient de ça et qui, à mon avis, est un peu... c'est mauvais pour la science, parce que c'est mauvais pour la technologie, c'est mauvais pour nous, parce qu'il nous donne une image déformée de la réalité. Mais Tchernobyl, c'est quand même pas un avion qui tombe, c'est quand même un événement majeur. Tchernobyl, c'est un événement majeur, il y a certains. Il y a évidemment... maîtriser une technologie, et ce n'est pas une chose facile. Il est certain que la peur des avions existait pendant les années 50 dans les gens. Moi, je me souviens, au début des années 50, même des années 60, il y avait énormément de gens qui avaient vraiment peur des avions.
Et peut-être il avait raison, parce que les avions à ce temps-là n'étaient pas aussi fiables que les avions d'aujourd'hui. Alors là, les défis technologiques étaient bien acceptés par l'industrie. Ils ont construit une série merveilleuse d'avions. Il faut se rendre compte que les avions que nous avons aujourd'hui sont vraiment, du point de vue technologique, des choses fantastiques. Si vous pensez qu'un Jumbo Jet fait Genève, New York 2 fois par jour, aller-retour chaque jour, et après 4 ou 5 000 heures, il y a vidange, graissage, si vous voulez, dans le bon sens du mot que nous devons avoir. Vous vous rendez compte que ce sont des objets incroyablement fiables et qui marchent dans des conditions extrêmement difficiles, avec un chargement, avec une utilisation qui sont vraiment extrêmement importantes. Donc là, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une peur dans les gens qui était certainement justifiée à un certain point, et la technologie a relevé le défi, et on s'est lancé dans quelque chose qui effectivement... Alors, est-ce que ça veut dire qu'actuellement, le nucléaire n'est pas encore au point et qu'on doit écoutez, moi je pense que... je pense qu'aujourd'hui, il y a un fait qui, pour une série de raisons, le nucléaire n'est pas populaire chez les gens de la rue, dans la rue, chez les citoyens, chez les gens qui votent, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gouvernements qui aujourd'hui pourraient avoir, si vous voulez, le courage ou prendre le risque de proposer un tout nucléaire, si vous voulez, publiquement. Et les électeurs ne soulèvent pas, les gens ne soulèvent pas. On n'est pas aujourd'hui prêt à ça. Il est certain que le nucléaire a perdu beaucoup de sa popularité qu'il y avait dans le temps, pour de tout type de raisons. Le cas Tchernobyl, c'est un cas. L'autre, c'est aussi que beaucoup de gens mélangent l'idée de la bombe avec l'idée de l'énergie. Ce sont des choses complètement différentes, mais dans la tête des gens, atomique et nucléaire, c'est toujours cet champignon que vous avez montré au début de votre émission, si vous voulez. Donc c'est un peu l'idée que tout ça doit être relié avec une idée de désastre, de mort, tout le reste. Donc il est clair que les gens, il est clair qu'il y a ces problèmes. Or, à mon avis, donc il y aura un moratorium de l'énergie nucléaire dans le monde, c'est un fait. C'est aussi un fait que il y a beaucoup d'autres ressources naturelles qui existent et qui sont disponibles dans les années qui suivent. Moi, je crois qu'après cette période si vous voulez, de paix, de pause de réflexion, si moratoire nucléaire, je pense que les gens de les générations futures, c'est-à-dire les années 2005, 2010, reviendront à une quelque forme de nucléaire qui, à mon avis, est tout à fait nécessaire. Mais attendez voir, ce ne sera pas le nucléaire d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a, à mon avis, deux possibilités. Une possibilité, c'est quelque chose qui soit encore basé sur l'uranium. Donc, ces réacteurs intrinsèquement sûrs, ce sont des machines dans lesquelles on a enlevé, si vous voulez, certains des problèmes et des difficultés qui étaient celles des réacteurs, des risques qui font tellement peur, comme le meltdown et tout le reste. Donc ça, c'est une filière possible. Donc une nouvelle génération, complètement nouvelle des réacteurs nucléaires qui soient, comme on dit, intrinsèquement sûrs. Ça, c'est le nom technique pour les appeler. Ou l'autre possibilité, évidemment, si les choses marcheront mieux, ce sera quelque chose sur la fusion, etc. Mais je pense que dans les années, dans les futurs lointains, les ressources énergétiques que nous avons vont nous demander un support nucléaire qui, évidemment, un jour ou l'autre doit venir. Précisez peut-être simplement pour les gens qui nous regardent, vous parliez de fission nucléaire avec l'atome classique, si je puis dire, et là, ensuite vous parlez de fusion. Rappelez-nous en 2 mots quand même la différence, je crois. C'est-à-dire, il y a des façons d'obtenir de l'énergie nucléaire à partant des noyaux à la place des atomes. Donc, d'abord, je voudrais dire que quand vous brûlez matériel, vous utilisez l'effort chimique qui tient ensemble les atomes, les molécules. Et donc, ces forces sont puissantes, mais sont modestes comparées avec les forces que vous avez à l'intérieur des noyaux. Donc, quand vous brûlez des noyaux, si on veut, vous obtenez à peu près 1 million de fois plus d'énergie de ce que vous obtenez en brûlant les atomes. Donc, il y a un facteur 1 million à gagner, à peu près. Alors, et comme il y a plusieurs formes de combustion, des mécanismes de production d'énergie importants de la chimie, il y a aussi 2 façons fondamentalement différentes de produire l'énergie importante des noyaux. Un processus, c'est la fission, qui utilise les noyaux très lourds, par exemple l'uranium, et dans lequel il y a fission, il y a cassure. Vous prenez un gros noyau et vous le cassez en 2. Ça, c'est l'atome classique. Alors, c'est l'énergie nucléaire classique. Ça, c'est l'énergie nucléaire basée sur l'uranium. De l'autre côté, vous avez la fusion, dans laquelle vous prenez 2 noyaux, par exemple, 2 morceaux d'hydrogène, et vous les mélangez en deutérium, et vous les mélangez ensemble, par exemple, pour produire de l'hélium. Ce deuxième mécanisme, c'est le mécanisme de fusion,
a deux caractéristiques. D'abord, pour faire ça, on n'a pas besoin de matériaux spéciaux. C'est-à-dire, on peut utiliser l'eau du lac, si vous voulez. Extraire de l'eau du lac, le deutérium et les matériaux qui sont nécessaires pour faire ces processus de combustion. L'autre avantage, c'est que l'autre caractéristique de ce mécanisme, c'est qu'il était presque universellement choisi par la nature. Toutes les étoiles, le Soleil en particulier, sont en train de marcher avec une réaction de fusion dans laquelle la grande quantité d'hydrogène primordial qui se trouve sur le Soleil est transformée lentement en hélium, à peu près un tiers, si vous voulez, de la réserve d'hélium, d'hydrogène du Soleil était déjà brûlé pendant les 5 milliards d'années pendant lesquelles le Soleil était en route. Donc il est clair que si nous voulons imiter la nature, une question qui se pose, c'est de dire, est-ce que nous pouvons prendre un petit morceau, si vous voulez, de l'étoile et la faire brûler sur notre commande, à notre choix, à notre volonté, dans notre usine. Évidemment, l'énergie solaire utilise cette énergie de fusion, mais l'énergie solaire est relatée à tous les problèmes qu'on a avec l'utilisation. Par exemple, on a besoin de l'énergie électrique pendant la nuit, quand le soleil n'est pas là, donc il faut le stocker. Il y a tout type de problèmes. Je ne suis pas contre l'énergie solaire, je pense que c'est une bonne forme d'utilisation de l'énergie, mais je pense que ça ne peut pas suffire à elle-même, parce que notre société est pleine de conditions qui ne peuvent pas attendre. C'est comme voyager à la voile plutôt que voyager avec les moteurs. Il est possible, mais ça ne satisferait pas notre façon de vivre dans le monde. Donc, l'idée serait de produire l'énergie solaire à l'intérieur d'une usine sur commande, sur contrôle de l'homme. Donc, c'est créer le soleil sur Terre, presque. Et voilà, c'est de prendre une petite parcelle d'étoiles et l'allumer à l'intérieur à volonté. Et donc, c'est ça, à mon avis, ça sera la solution définitive au problème énergétique. Il est clair que ça pas pour demain. Hein. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Ça bouleverserait la vie de tous les gens qui nous écoutent ce soir, le jour de la fusion nucléaire. Mais pour quand? On en parle depuis longtemps. Je ne crois pas que ça bougerait beaucoup de choses. Je pense que nous avons pour l'instant pas mal de ressources énergétiques ordinaires. Mais pour quand la fusion nucléaire? On en parle depuis assez longtemps. Mais on est toujours à la phase de... D'abord, moi je ne suis pas strictement un expert de ces problèmes, mais les types de physique que nous faisons, les technologies que nous utilisons sont aussi extrêmement utiles dans le développement des mécanismes de l'étude de la fusion. D'ailleurs, les CERN étaient pendant longtemps très connectés avec l'European Jet, qui est le laboratoire européen où on fait la fusion en Angleterre, c'est ça. Et donc, on a beaucoup de liens avec ces gens, mais ce ne sont pas les mêmes gens qu'au CERN. Il ne faut pas penser qu'on fait de la fusion au CERN. Hein. Alors, dans ce type de machines, donc, on est toujours en train de faire de la recherche fondamentale. Si vous voulez, ce qui nous manque, c'est l'allumette. On a le combustible, mais on n'a pas l'allumette. C'est-à-dire, ces combustions doivent arriver à des températures de l'ordre des dizaines de millions de degrés. Donc, il faut chauffer, si vous voulez, votre combustible un million de fois de plus, si vous voulez obtenir ces réactions entre les noyaux. Donc, il faut arriver à des températures qui sont extrêmement hautes, qui ne sont pas dans le domaine de ce qu'on peut réaliser pratiquement. Alors, le gros problème, c'est de créer, porter ces gaz, si vous voulez, à la température nécessaire, les garder pendant longtemps, afin que la combustion puisse prendre place. Et c'est ça qui est quelque chose qu'on est en train d'étudier et qui, à mon avis, même s'il y a évidemment des difficultés qui se développent, avance assez bien. Et moi, je pense que dans un certain nombre d'années, il y aura évidemment la fin de ce qui est la partie, si vous voulez, de développement fondamental. Un certain nombre d'années, ça veut dire quoi? Mais on ne peut pas parier. D'abord, ce n'est pas une question d'années, mais c'est une question d'efforts financiers. Vous savez, les découvertes ne sont pas comme les arbres. Vous les laissez pousser et un jour, vous les trouverez. Des grands arbres qui feront des fruits. Pour avoir des fruits de la science, il faut aussi investir. Et il faut investir sans trop se soucier du demain. Il faut investir, si vous voulez, de façon beaucoup plus large. Donc, il est évident que c'est encore un domaine qui doit avoir le temps de se développer. Mais finalement, on n'est vraiment pas pressé dans cette opération, à mon avis, parce qu'effectivement, il y a un problème de stratégie de choix énergétiques, etc. Mais il y a beaucoup de gaz naturel, il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup de charbon. Et donc, à mon avis,
les ressources que nous utilisons, nous laisserons quand même un certain temps pour faire les choses bien. Mais vous dites, on n'est pas pressé. Tout de même, l'énergie que l'on utilise, que l'on gaspille parfois de nos jours, c'est une énergie polluante. Or, la fusion, on pourrait résoudre pas mal de problèmes. Ça, c'est un autre problème que les gens sont en train de découvrir aujourd'hui et qui peut vraiment créer une nouvelle mécanique. C'est la conséquence de la combustion des choses les plus simples, si vous voulez, sur l'atmosphère. Par exemple, il y a ces fameux effets greenhouse, l'effet serre. L'effet serre, c'est fondamentalement un phénomène dans lequel l'atmosphère de la Terre est en train de se chauffer parce que c'est peu comme si vous voulez, c'est peu comme une voiture laissée dans un parking. Si vous laissez une voiture dans un parking, l'intérieur de cette voiture devient très très chaud. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que le soleil peut rentrer par la fenêtre, si vous voulez, par les verres, par les vitres, mais la chaleur ne sort pas. Donc il reste capturé à l'intérieur de la voiture. Et ça produit ce chauffement qu'on connaît très bien. Or, la même chose se passe dans l'atmosphère terrestre. Il y a de la chaleur qui vient du soleil, qui traverse l'atmosphère, qui tombe sur Terre. Donc, à la place de passer par la fenêtre de vitre de votre voiture, elle passe à travers l'atmosphère. Et après, vous avez une certaine quantité de chaleur qui est rejetée dans l'espace. Alors, si vous mettez même une très mauvaise quantité de gaz, par exemple l'anhydride carbonique, c'est un de ces gaz, dans l'atmosphère, vous changez la transparence de l'atmosphère au point qu'il y a davantage de chaleur qui reste à l'intérieur de la Terre. Et même une très petite quantité d'anhydride carbonique, maintenant dans l'atmosphère il y a à peu près 0,2% dans ce que nous respirons, il y a à peu près 0,2% d'anhydride carbonique, mais il est en train de monter parce qu'on est en train de brûler énorme quantité de produits fossiles et en même temps on coupe les forêts. Et en coupant les forêts, on enlève la capacité de la Terre de régénérer. Mais alors, est-ce qu'on a le temps d'attendre? Alors tout ça produira une augmentation de chaleur, température. On dit, parce que c'est quand même, vous savez, ce sont des choses qui sont assez encore... Il faut être prudent dans ces questions. Mais on prévoit que la grande quantité d'anhydride carbonique dans l'atmosphère pourrait augmenter d'une façon significative la température de la Terre. Ce n'est pas grand-chose, c'est 1 degré ou 2 degrés. Mais c'est suffisant pour faire chauffer les océans. Donc le niveau de la mer va monter. C'est suffisant pour produire un échauffement au pôle, donc il y a plus de glace qui va fondre, donc tout ça va, par exemple, augmenter le niveau de la mer. Il y aura des changements aussi du climat. Il y a des régions où ça faisait froid, ça deviendra plus chaud. D'autres régions qui étaient chaudes et deviendront arides. Donc il y aura quand même de gros changements. Et alors, pour la première fois, on voit que l'homme est capable de modifier d'une façon radicale ce qui sont les conditions du planète Terre. Donc c'est la première fois que notre utilisation des sources énergétiques et autres pourrait effectivement causer des changements. Je ne veux pas dire que ces changements sont catastrophiques, ce sont des changements qui pourraient être considérés comme inacceptables. Alors là, la seule possibilité, ce serait d'arrêter de brûler autant de combustible. Je vais vous dire qu'il ne faut pas confondre la pollution produite par la combustion du matériel avec l'effet serre. L'effet serre est produit par l'anhydride carbonique, qui est le seul produit inévitable de la combustion. C'est justement le produit final de la combustion. Vous pouvez nettoyer autant que vous voulez les gaz d'échappement de votre voiture, vous mettez tous les catalyseurs que vous voulez, vous ne pouvez pas empêcher l'anhydride carbonique de se sortir à la fin. Parce que c'est là justement qui représente le fait que vous avez utilisé l'énergie de la combustion elle-même. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental qu'on ne peut pas, si vous voulez, éviter. Et la question qu'on se pourrait poser, si ces effets commençaient à devenir significatifs, il est évident que l'humanité tout entière, parce que c'est un problème planétaire, d'ailleurs ça c'est une autre chose que nous commençons à prendre, l'importance planétaire de ce que nous faisons, il pourrait se poser la question s'il faudrait tâcher de limiter la quantité d'anhydride carbonique. Et alors, dans ces cas-là, évidemment, il faudrait trouver d'autres sources d'énergie. Donc, ça pourrait changer la dynamique. De la même façon que les trous dans l'ozone, par exemple, nous suggèrent de réduire la consommation du fréon, des choses comme ça. Si j'étais le Père Noël, Carl Roubien, et que je vous donnais tout l'argent qu'il vous faut, est-ce que la fusion nucléaire serait mise au point plus rapidement pour résoudre les problèmes dont on parle et qui vont changer la vie d'ici la fin de ce siècle de tous les jours? Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans la recherche, on n'est pas très riche, on a des gros problèmes d'argent, mais on n'est pas pauvre non plus. Et je pense que, effectivement, surtout dans nos pays, on fait beaucoup pour la science en général, en particulier pour les applications technologiques.
Mais c'est un processus d'expansion. C'est-à-dire qu'il faut dépenser dans les années qui suivent un peu plus d'argent de ce qu'on a dépensé jusqu'à aujourd'hui dans la recherche et même dans la recherche énergétique en général. Et donc la fusion étant une partie d'elle. Donc moi, je suis assez optimiste pour les ressources qu'on met aujourd'hui à disposition de la recherche. Il faut aussi dire que la quantité d'argent que les pays comme la Suisse, les pays européens, aussi l'Amérique et le Japon met dans la recherche, de toute forme de recherche, c'est encore assez modeste. Par exemple, toute la recherche appliquée fondamentale dans les pays les plus civilisés est entre 2 et 3% du produit national brut du pays. Donc, il est clair que si nous arrêtions tout à coup la recherche totalement, ça voudrait dire qu'on aurait 2 ou 3% de plus des produits qui représentent, si vous voulez, une année de productivité. Donc, si vous voulez, dans certains sens, l'augmentation de la productivité que nous avons aujourd'hui dans le monde, qui est de l'ordre de 2-3% par an, est repaye, si vous voulez, chaque année ce que nous dépensons dans la recherche. Donc, si vous voulez, du point de vue financier, la recherche permet du progrès, et le progrès permet d'augmenter la productivité, donc de regagner cet argent. Donc, fondamentalement, on est dans une situation d'équilibre. À mon avis, ce niveau de soutien de la recherche est tout à fait valable. Je ne crois pas que la recherche monterait beaucoup plus haut. Il y a une partie de la recherche, il faut dire, qui est une recherche militaire. Et mon espoir, c'est qu'effectivement, si il y aura la détente, toute cette énorme somme que les superpuissances dépensent pour développer des instruments de mort, il ne faut pas oublier qu'une grande partie, la majeure partie des dépenses de recherche dans certains pays, c'est concentré sur la recherche militaire. Si toute cette recherche militaire devenait recherche tout court, ça produit un énorme changement dans ce qui concerne la possibilité du futur pour l'humanité tout entière sans demander davantage de dépenses au gouvernement et finalement aux gens qui paient les impôts. Alors, si vous voulez, quittons un petit peu ce domaine des finances pour revenir un petit peu à la préoccupation des gens qui nous regardent. En 1988, je crois que jamais le monde, les hommes n'ont accumulé autant de connaissances. La complexité, je dirais, de la science d'une manière très large, c'est une complexité croissante. Ouais. Et de notre côté, il y a un morcellement de ce savoir. Les chercheurs sont de plus en plus spécialisés, chacun dans leur coin. Mais le pauvre public, et j'en fais vraiment partie, qui vous écoute, qui vous regarde ce soir, il se sent un petit peu largué, passez-moi l'expression, par ce monde scientifique de plus en plus complexe, de plus en plus divisé. Est-ce que c'est dangereux à votre avis? D'abord, le monde scientifique n'est pas divisé. Il est certainement complexe, mais il est certain qu'il y a une unité mondiale. Dans le sens que géographiquement, les connaissances aujourd'hui sont partagées dans l'univers tout entier. Ça, c'est un fait. Dans tous les domaines qui ne soient pas militaires, surtout. Mais il est vrai nous sommes en train d'expérimenter une sophistication et une spécialisation qui est énorme. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, nous pouvons utiliser les découvertes de la science sans prétendre d'en comprendre effectivement nous-mêmes toute la mécanique. Par exemple, il y avait un membre du Parlement américain qui me disait l'autre jour pourquoi il faut dépenser tout cet argent pour construire une machine qui, dans le monde, seulement 5 000 personnes pourront comprendre. Il y a 5 milliards d'individus, 5 000 sur 5 milliards comprendront ce qui se passe. Et les autres? Alors, la réponse, évidemment, est très claire. Les autres en auront l'avantage de cette découverte, même s'ils ne comprendront pas ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent les mystères de la biologie moléculaire, mais il est certain que chacun de nous espère d'avoir des avantages dans le domaine de cette science. La même chose est vraie, par exemple, pour les transistors, qu'on disait avant. Combien de gens peuvent écrire l'équation des transistors? Certainement très peu de gens, mais effectivement, les transistors est dans la vie de tout le monde. Donc, il faut pas confondre l'idée de comprendre l'essence de quelque chose, qui deviendra toujours la spécialisation des gens beaucoup moins nombreux et beaucoup plus sélectionnés sur une base mondiale, et d'autre côté, les retombées de cette découverte qui sont beaucoup plus universelles. Oui, je vous entends bien. Je veux bien comprendre que les gens qui vous regardent ce soir n'ont pas besoin de comprendre comment marche leur téléviseur pour vous apprécier. Mais tout de même, ça reste une question tout de même essentielle. Les gens qui nous regardent, nous élisons des parlementaires, par exemple en Suisse, qui prennent des décisions, on parlait du nucléaire tout à l'heure, qui par exemple décident de mettre un terme à Kaiser Rauch. Donc ces parlementaires ne sont pas tous des physiciens, ça pose tout de même un problème. Beaucoup de ces décisions sont des décisions qui ne sont pas des décisions, si vous voulez, scientifiques, sont des décisions politiques.
Et qui ont des répercussions énormes sur le monde de la science. Non, pas sur le monde de la science, sur le monde de la technologie, si vous voulez, de l'utilisation. Mais il est clair et évident qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être que j'explique mieux tout ça parce que je pense que vous soulevez un problème extrêmement important. D'abord, les scientifiques, dans sa recherche, jusqu'aujourd'hui au moins, ils étaient libres de ses choix. Les chercheurs, la quasi-totalité des chercheurs dans le monde de la science sont libres. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de choisir les domaines de la recherche qui les intéressent le plus. Donc il n'y a pas d'interférence, si vous voulez, du pouvoir économique, politique et autres dans les grands choix des recherches aujourd'hui dans le monde, sauf évidemment pour les applications de type militaire où effectivement il y a la recherche fermée et tout le reste. Mais la grande recherche ouverte, c'est quelque chose qui est totalement libre et qui est dominé fondamentalement par la liberté qui nous vient du monde universitaire. La liberté académique, ça existe, et la science en prend à plein main, en plein tous les avantages. Quand on passe de la science aux applications de la science, alors les problèmes, ce n'est plus un problème scientifique, c'est un problème commercial, technologique et finalement des sous, si vous voulez, et donc politique. Et donc, ces décisions-là sont des décisions qui sont prises par des gens qui sont très différents des chercheurs. Et ça doit être comme ça. Parce que les chercheurs ont des connaissances spécifiques, je le disais avant, dans son domaine. Il ne faut pas prétendre qu'un chercheur puisse comprendre des choses qui finalement, il connaît aussi bien que n'importe quel citoyen. Mais d'autre côté, il faut que les citoyens, et surtout les politiciens, se rendent compte des conséquences de ces choix. Alors là, les scientifiques peuvent être à disposition des politiques, du corps politique, ou si vous voulez, du citoyen, elle dit attention, si vous faites ça, ça vous coûtera ça. Attention, si vous faites ça, vous avez tel problème. Mais à partir de ce moment, les choix n'est plus un choix scientifique, mais c'est un choix qui dépend, qui achète de monsieur tout le monde. Et doit être comme ça, parce que c'est le futur de monsieur tout le monde en question. Oui, précisément, mais quand vous prenez un problème aussi épineux que le nucléaire, un politicien qui va se renseigner trouvera toujours deux scientifiques qui lui diront l'un blanc, l'autre noir. N'est-ce pas là un problème, précisément? Comment est-ce que le politicien qui prend des décisions peut parle science, tous les scientifiques vous diront la même chose. Parce qu'il n'y a qu'une seule science, il n'y a qu'une seule façon d'écrire l'équation de Maxwell, si vous voulez, il y a une seule façon d'écrire les réactions nucléaires, il n'y a fondamentalement la science en soi est universelle et reproductible. Mais quand les scientifiques s'arrêtent de faire de la science et décident de faire, si vous voulez, de la politique de la science, ou de la politique dans laquelle la science... Évidemment, comme vous savez, dans la politique, chacun a ses opinions. Et donc, il est clair que quand, à la place de faire une expérience, on regarde dans la bulle de cristal, il est clair et évident que les prévisions vont être différentes. Mais c'est plus de la science, ça devient, si vous voulez, des opinions. Et dans ce sens-là, les scientifiques, à mon avis, il y a autant désemparés devant les prévisions du futur, de ce type de futur-là, si vous voulez, qu'ils soient que l'homme de la rue. Carlo Rubbia, je vous remercie. Merci de nous avoir fait partager votre passion et bonne chance dans vos nouvelles fonctions à partir de janvier, je crois, janvier 89, janvier, oui. Comme directeur du CERN. Excellente fin de soirée à tous. Voilà.